à l'école nouvelle d'Antony où j'étais parent pendant un certain temps. J'ai participé avec 3 autres parents scientifiques, justement, au groupe des parents scientifiques. Janet est bien représentant de ce groupe, de ce fameux groupe. Et donc, enfin, en ce qui me concerne, je suis restée 17 ans à l'école, c'est-à-dire beaucoup plus que mes enfants eux-mêmes. Et j'ai vu passer pas mal de générations d'élèves dans cette école. Bon, parallèlement, j'étais donc enseignante de sciences physiques au lycée, dans un établissement public. Je préparais mes élèves au bac, je les entraînais aux stratégies qui leur permettaient de réussir. Et j'aurais été horriblement ennuyée si on avait pu constater que je n'avais pas traité d'une année sur l'autre tel ou tel sujet, enfin, parce qu'on sent une forme de responsabilité et de solidarité pour ces années-là, pour assurer la réussite de nos élèves. Mais c'est sûr que l'école nouvelle d'Antony et les années que j'y ai passées m'ont beaucoup influencé dans ma pratique enseignante, comme quoi les écoles nouvelles, ça forme aussi les parents. Donc moi, je voulais parler des apprentissages et je voulais poser la question de qu'est-ce qu'un apprentissage réussi? À quoi on reconnaît qu'un apprentissage est réussi? Alors je pense qu'il est réussi quand il fait du sens pour l'apprenant, quand il est utile et utilisable, utile pour cet apprenant et utilisable par lui, quand il est pérenne, et quand, on peut vérifier, ou disons quand il permet la transmission aux autres. Hein. Là, on est face à un apprentissage réussi. Bon, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant ou à l'apprenant en général? Ça fait progresser, ça fait grandir, parce que les apprentissages, ça aide à la conquête de l'autonomie, à mon avis, à cause du savoir qu'on a acquis et que donc j'ai défini comme utile et utilisable, et aussi à cause des outils mentaux qui ont été développés pendant cet apprentissage. Bon, et puis globalement, quand on sent qu'on a réussi un apprentissage, c'est-à-dire qu'on se l'est bien approprié, ça donne de la confiance en soi, et ça aide nettement à se situer dans le monde qui nous environne, aussi bien le monde physique, si je puis dire, que le monde des relations humaines, etc. Alors effectivement, la première question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que l'enseignement traditionnel, enfin celui dont Emmanuel a parlé là, tout à l'heure, permet, est-ce qu'il est tellement performant par rapport aux caractéristiques d'un apprentissage réussi? On va déjà regarder cet aspect-là des choses, puisque justement on constate qu'il y a une énorme tentation de revenir à des apprentissages menés de façon traditionnelle. Enfin, il faut être plus sévère et il faut que les enfants apprennent, ça suffit, etc. Et écoutez, on va regarder par exemple un énoncé de physique quand même très classique, celui du théorème d'Archimède. Comme ça, vous pourrez constater vous-même si l'apprentissage que vous en avez fait est réussi ou pas. Alors la plupart du temps, et ça m'est arrivé pas plus tard que vendredi dernier avec un groupe d'enseignants, quand je demande qu'on énonce le théorème d'Archimède, alors, à peu près 9 personnes sur 10, comme ça, à la louche, sentir par la fameuse pirouette. Ah oui, Archimède, il dit tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé. Bon, alors je veux dire, c'est classique, etc. Je ne sais pas si ça fait encore rire, mais c'est quand même une façon de se défiler devant la question et de ne pas vouloir l'aborder en face. Bon. Et même d'autres fois, si on parle de la flottabilité, on dit oui, c'est une question d'Archimède. Mais quand on a dit ça, on a surtout dit qu'on ne voulait pas en parler plus loin, parce que, ou alors de densité, on arrive à peu près au même résultat. Alors, bon, ça, je vous dis, ça fait 9 personnes sur 10 qui ne sont pas capables d'énoncer ce théorème, que pourtant, je crois bien, on enseigne, et on apprend,
par cœur, en toute rigueur, hein, au moins 3 fois dans sa scolarité. Donc c'est quand même un résultat qui peut troubler. Hein. Bon, mettons que une personne sur 10, pour des raisons variées, avait bien étudié et a bien mémorisé et est capable d'énoncer à l'âge adulte le théorème d'Archimède jusqu'au bout. Alors j'ai vu ça une fois, c'était une personne qui présidait l'association des ingénieurs en retraite, enfin, mais je veux dire, bon, et tout était impeccable, enfin, etc. Bon, le problème, c'est qu'ensuite, quand on a fait des manipulations pour mettre ça en évidence et tout, elle était persuadée que, la poussée d'Archimède dépendait de la profondeur à laquelle se trouvait l'objet. Et quand on énonce le théorème d'Archimède, jamais on parle de profondeur. Donc, c'était quand même un peu troublant de penser qu'elle ne pouvait, si elle savait, elle ne pouvait pas se servir. Donc, c'était pas utilisable. Et quant à ce qui est d'être utile, un autre exemple, bon, que j'ai pu rencontrer, mais enfin c'est pour le côté vécu de la chose, une adulte, en apprenant qu'on allait parler de flottabilité, etc., me disant, oui, ça fait au moins 3 stages que je suis sur le sujet, mais je sais toujours pas pourquoi les bateaux flottent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez appris le théorème d'Archimède qui ne dit rien sur la flottabilité. Il faut encore faire un petit raisonnement pour arriver jusqu'à la flottabilité. Et donc, ça voulait dire que ce savoir n'était pas transmis d'une façon qui était utile. Donc, je crois que ça fait quand même un score qui n'est pas très favorable vis-à-vis de l'envie de restaurer cette forme-là d'apprentissage, enfin, etc. Et je ne vous parle même pas de la règle de 3 qui est une spécialité française et qui mène à la fuite n'importe quelle personne normalement constituée. Hein. Bon, alors qu'il y a d'autres façons de fonctionner qui sont bien plus fonctionnelles, bien plus utilisables. Donc, je crois que, enfin, moi j'ai constaté, je vous dis, dans mon travail au lycée, puis à l'UFM et à la fac, que l'enseignement de forme traditionnelle n'assurait, enfin, d'abord pas du tout la pérennité. On sait pour le contrôle, on sait donc pour dans 15 jours, pour dans un mois, pour dans un an s'il y a un examen, et ensuite on efface les mémoires, enfin c'est redoutable. Et je veux dire, si un savoir vaut la peine d'être appris, je pense qu'il doit valoir la peine d'être retenu d'une façon pérenne, parce que sinon c'est toujours l'éternel recommencement, c'est pas très intéressant. Alors, du côté de l'éducation nouvelle, j'ai cherché pour préparer cette intervention s'il y avait une charte, s'il y avait une énumération des formes constantes dans les différents mouvements d'éducation nouvelle. Bon, il n'y en a pas. À la limite, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode qui serait figée et que ça dit aussi que l'adaptation est continue, enfin, au fur et à mesure de l'histoire de l'éducation nouvelle. Néanmoins, comme on l'a déjà dit dans les 2 premières interventions, il y a des constantes qui se retrouvent. Je pense que la première, la plus importante, c'est celle de la pédagogie de la réussite. Et d'avoir la ferme conviction, étayée par quand même quelques travaux, il ne faut pas penser qu'on est seulement des utopistes, que de valoriser la réussite, c'est d'Enfreinet, il dit... oui, que quand un adulte avait remarqué qu'un enfant avait fait la remarque à l'enfant qui avait balayé la cour qu'il avait fait très bien, eh bien il lisait beaucoup mieux ensuite pendant la leçon de lecture. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de constater, enfin d'avoir des exemples comme ça où la valorisation des apprenants facilite
leurs apprentissages. Ça ne signifie pas que l'enfant ne fasse pas d'efforts pour apprendre. Hein. La pédagogie de la réussite, bon, il faut, enfin, on bosse, hein, mais ça exclut les aspects de pression et de violence qui à son encontre. Parce que les violences, bon, on n'en est plus au châtiment corporel, quoique ça dépend où dans le monde, hein, mais il y a enfin, l'école peut être très violente pour, à travers sa notation en particulier, à travers la perte de confiance qu'on peut, on peut vivre. Enfin, c'est pas facile d'être un enfant, et surtout un enfant qui apprend enfin, pour qui la façon, les propositions d'apprentissage ne conviennent pas. Le statut de l'erreur aussi, c'est quelque chose qui paraît primordial, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un point de départ et non pas une impasse. Et on construit avec, d'ailleurs on construit beaucoup plus solidement à partir d'une erreur qu'à partir d'une réussite. Ça, enfin, c'est quand même dommage qu'on n'utilise pas cet aspect-là des choses. Si je traduis les principes que Emmanuel Brassa a énoncés tout à l'heure, enfin, ou a rappelé tout à l'heure, ça peut se dire aussi pour les apprentissages, favoriser le sens, l'utilité, la conquête de l'autonomie. On a parlé vite, enfin, parce que y avait les autres qui devaient prendre la place, enfin, etc. Et disons que on ne pouvait pas avoir l'idée de détourner le dispositif, de le modifier, de l'adapter pour trouver une réponse à une question qu'on se posait tout d'un coup en face de ce qu'on voyait, enfin, etc. Donc ça, pour moi, ce serait actif. Et acteur, c'est quand on fait ce qu'on a imaginé, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, le dispositif est convergent, mais suffisamment ouvert pour que on puisse y mettre son grain de sel. Hein, je veux dire, c'est comme pour la lecture, les livres qui ont pas qu'on considère mal écrits, ce sont des livres qui sont écrits de façon tellement univoque, tellement linéaire souvent, qu'on ne peut pas mettre son imaginaire dedans. Enfin, et donc il y a quelque chose qui nous empêche de les apprécier. Et je pense que même en sciences, il y a quelque chose de soi comme ça à mettre dans l'expérience pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux se l'approprier, etc. Et je crois qu'on peut même aller, et bon, alors puisqu'on a parlé d'un, deux, trois sciences, on peut même aller jusqu'à dire que le groupe est auteur de son savoir. C'est-à-dire qu'avec des règles, sur lesquelles on s'est entraîné, enfin en ce qui concerne les sciences par exemple, ne pas conclure sur une seule expérience, ne pas raconter autre chose que ce qu'on a observé, bien mettre en évidence, bien prendre conscience des conditions initiales. À partir de ces règles-là, moi j'ai vu des groupes d'enfants de petites sections de maternelle, c'est-à-dire 3 ans, être capables de construire en commun une conclusion locale provisoire, puisqu'on les appelle comme ça. Comme ça, on peut dire aussi petite soit-elle, et ça décomplexe tout le monde. Bon, c'était l'enseignante qui avait fait transporter de l'eau, et les enfants avaient constaté que l'eau allait du haut, enfin coulait toujours du haut vers le bas, s'il y avait des trous. Et bon, ils avaient annoncé ça gentiment. Puis bon, l'enseignante a pris 4 entonnoirs, a mis un morceau de papier filtre, un morceau de tissu, un morceau de papier aluminium et un morceau de cellophane, enfin de cellophane alimentaire. Quand elle a versé de l'eau dans les entonnoirs, l'eau n'a coulé que des deux premiers entonnoirs, dans les 2 premiers entonnoirs, alors qu'elle avait bien fait vérifier qu'il n'y avait pas de trou, que donc on ne pouvait pas appliquer ce qu'on venait d'apprendre précédemment. Et puis, bon, comme la séance là commençait à avoir duré 40 minutes, enfin pour des enfants de 3 ans, mais c'est pas enfin c'est le classique, la moyenne, 40 minutes. On dit qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Passons. Ils sont retournés en classe.
et il restait un morceau de papier filtre sur la table, si bien qu'un enfant a eu l'idée de regarder vers le soleil avec ce papier, et il a dit je les vois, tout le monde savait quoi, et donc on a tout de suite ajouté une précision à notre conclusion. Hein, on a dit l'eau coule du haut vers le bas s'il y a des trous, même s'ils sont très petits. Et puis on fera le truc d'après plus tard quand ils pourront le faire, c'est-à-dire que et on peut vraiment être auteur de son savoir, et l'avantage c'est qu'à ce moment-là le savoir correspond, enfin, c'est un savoir qui est, enfin, c'est une pédagogie qui est forcément différenciée, puisque ça, celui qui se posait la question donne une réponse qui lui convient, donc ça détermine d'emblée de quoi il s'agit. Bon, dans les choses, les facteurs favorisant les apprentissages réussis en éducation nouvelle, on peut ajouter la confiance dans l'enfant, la confiance dans la relation, enfin la relation de confiance qu'il y a entre les enfants et les adultes, et en particulier le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce que l'enfant a fait. Hein, il y a observation par l'enseignant, etc. Mais il n'y a pas un jugement de valeur. On peut penser tout haut, on n'a pas honte. Dans les animations qu'on fait à 1, 2, 3 sciences, où il n'y a que des adultes, pas tous scientifiques, ou pas tous non scientifiques, comme on veut, les nouveaux venus, si je puis dire, commencent toujours de cette façon-là en disant... Je sais que j'y connais rien en sciences, mais je voudrais dire, enfin, etc. Enfin, c'est toujours avec des précautions oratoires. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est tous logés à la même enseigne, on a observé une expérience ensemble, et donc on est tous aussi légitimes pour parler des observations qu'on a pu faire de cette expérience. Alors, je voudrais juste ajouter qu'il y a l'entrée sensorielle et hyper importante chez les enfants qui sont jusqu'à l'âge de la préadolescence. Hein, c'est vraiment c'est les apprentissages, ça veut dire que les apprentissages se font à partir de l'entrée, enfin des informations fournies par les sciences. Donc il y a une chose qui, en ce qui concerne les sciences en tous les cas, mais peut-être c'est transposable dans les autres apprentissages, qui fiche tout en l'air, c'est de dire vous croyez que, mais en vrai, et d'ailleurs il faut que vous vous méfiez de vos sens parce qu'ils vous racontent que des bêtises, parce que là, si on dit qu'on ne peut pas croire ces sciences, c'est impossible de faire des sciences. Ça veut dire que les sciences qu'on apprend en classe, c'est des sciences qui se passent sur une planète spéciale, qui s'appelle la planète science. Alors, je ne sais pas, elle est bizarrement construite par rapport à la Terre, mais en tout cas, ce n'est pas la Terre. Donc ça, je crois que vraiment, il y a un panneau très très important. Si on veut développer les approches scientifiques, il faut absolument éviter de dire des choses pareilles ou de dire que l'expérience n'a pas marché. Hein, l'expérience, c'est on fait pour de vrai et ensuite on fait parler l'expérience. Et justement, c'est ce travail intellectuel qui se passe à partir des informations que nos sens ont recueillies, c'est ce qui fait la force de cette forme d'apprentissage et qui fait que ça peut se pérenniser. Alors peut-être que je pourrais finir par 2 citations. On m'a demandé un jour au lycée, un collègue, mais après tout, tes enfants, pourquoi ils travaillent à l'école nouvelle? Ils n'ont pas de notes, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Moi, d'abord, je ne serais jamais devenue professeur si j'avais eu une telle scolarité. Alors bon, quand j'ai vu ma fille le soir, je lui ai demandé pourquoi elle travaillait, et elle m'a dit, elle était en CM1, donc 9 ans, elle m'a dit, écoute, c'est comme un jeu, et on a envie de le réussir. Alors cette fois-là, j'étais quand même très très contente. Voilà.